J'ai à la fois le plaisir et l'intérêt de vous présenter aujourd'hui un problème concernant le thème de diabète et précarité. Et ce que je souhaite, c'est qu'après cet exposé, vous soyez convaincus que le problème de la lutte contre le diabète passe aussi de la lutte contre la précarité, qui malheureusement affecte beaucoup de pays et n'épargne pas la France. En effet, diabète et précarité sont deux situations en expansion en France. Sur cette carte, vous voyez la prévalence du diabète dans diverses régions françaises et vous voyez que certains départements dépassent largement la prévalence moyenne nationale. L'évolution du taux de pauvreté a connu en France une amélioration lors des 30 glorieuses, période pendant laquelle la France bénéficiait de circonstances économiques très favorables. Mais depuis quelque temps, il y a eu le choc pétrolier, il y a eu des difficultés économiques, et vous voyez que la courbe s'inverse et qu'il y a actuellement une tendance à l'accroissement de la précarité. Cette situation concerne en effet 8 millions, 9 millions de personnes qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Un enfant sur 5 est concerné, soit 3 millions. Il y a ensuite le cas des migrants, 200 000 par an, et 140 000 personnes vivent dans la rue. Les facteurs socio-économiques responsables du développement de la précarité sont bien connus: le chômage, les travaux précaires, l'immigration, le coût de l'immobilier, qui est un problème très important, l'endettement des ménages et l'instabilité familiale, avec le problème des familles monoparentales qui sont très souvent affectées par cette situation. Alors, la précarité, de quoi s'agit-il? Selon l'Organisation mondiale de la santé, il s'agit d'une situation économiquement, socialement et subjectivement dégradée, avec l'impossibilité de bénéficier de conditions de vie décentes. Mais elle est distincte de la pauvreté qui n'en est qu'une composante. Effectivement, la précarité a de différents aspects. Il y a certes la précarité financière, mais il y a aussi la précarité professionnelle, familiale, sociale, affective, culturelle, des conditions de vie. Et toutes ces variantes peuvent s'imbriquer, réalisant des situations complexes qui peuvent être réversibles ou irréversibles. L'évaluation de la précarité, voilà quelque chose d'important pour toutes les études qui concernent ce sujet. Plusieurs critères d'évaluation ont été utilisés dans la littérature, mais à notre avis, ils sont critiquables car pris isolément, ils ne tiennent pas compte des multiples composantes de la précarité ou de nombreux facteurs confondants. C'est ainsi que vous prenez la littérature, vous trouverez le niveau des revenus, mais vous savez que ce niveau des revenus dans certains pays est assez aléatoire. Le quartier d'habitation, ça ne s'applique pas quand il y a une mixité sociale. La possession d'une voiture, mais de nombreux SDF vivent dans de très vieilles voitures qui leur servent d'habitation. Donc vous voyez que ces critères que vous retrouvez dans la littérature ne sont pas excellents. C'est la raison pour laquelle nous avons, dans les études que je vais vous présenter, évalué la précarité par ce qu'on appelle le score EPIS. EPIS, évaluation de la précarité et des inégalités de santé pour les centres d'examen de santé. Je ne vais pas pouvoir, par manque de temps, détailler le score EPIS. Je dirais simplement qu'il repose sur 11 questions et sur l'indexation des réponses selon barème établi au fil de l'expérience. Plus le score est élevé, plus la précarité est grande. Et pour évaluer le degré de précarité, on détermine 5 quintiles allant de la situation la plus favorable à celle qui est le moins, le 5e quintile. Je passe sur les questions qui sont posées, car je n'aurai pas le temps de les détailler, et je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet en vous présentant les résultats de 2 études personnelles qui ont été conduites sur ce sujet et qui apportent, je crois, des données intéressantes. Alors, la première enquête s'est déroulée en région francilienne. Et je voudrais ici rendre hommage au souvenir de notre regretté professeur Louis Guise, qui avait largement participé à cette étude. Les objectifs de cette étude étaient d'évaluer la prévalence du diabète chez les sujets en situation de précarité, comparée à celle des sujets non précaires, estimer le risque relatif d'être diabétique avec prise en compte
de certaines variables confondantes et préciser la prévalence de certains paramètres de risque cardiovasculaire et d'indicateurs de l'état de santé chez des sujets diabétiques précaires ou non précaires. Les paramètres enregistrés, je passe, les analyses statistiques aussi, et voilà les résultats. Vous avez ici, sur cette plaque, deux figures, l'une droite, l'autre gauche. La gauche, c'est les hommes, la droite, c'est les femmes. Et vous avez les quintiles du score EPIS. Q1, Q2, Q3, ce sont les non précaires, et Q4, Q5, les précaires. Et vous voyez, quel que soit l'âge, que la prévalence du diabète augmente de façon significative et régulière en fonction de l'importance de la précarité. Nous avons également évalué le risque relatif d'être diabétique en fonction des quintiles du score EPIS. Cela était important car le risque d'être diabétique, vous savez, obéit à de très nombreux facteurs confondants. Et il fallait savoir si la précarité était un facteur indépendant. Eh bien, l'étude qui a été conduite ici et qui tient compte de ces facteurs confondants confirme que le risque de diabète augmente avec le degré de précarité et que cette précarité est un facteur indépendant de risque diabétique. Nous avons ensuite étudié certains paramètres de risque cardiovasculaire et des indicateurs de l'état de santé associés au diabète en fonction de l'état précaire ou non précaire des diabétiques. Alors, je n'ai pas voulu vous présenter les chiffres car ça aurait été beaucoup trop long. J'ai fait ici une synthèse et vous voyez que les facteurs de risque cardiovasculaire et métabolique sont significativement augmentés par rapport aux non précaires chez les diabétiques précaires. Il s'agisse de l'hypoglycémie, de l'indice de masse corporelle, du tour de taille, de la tension artérielle, d'anomalies de l'électrocardiogramme, d'antécédents d'infarctus chez l'homme, du taux de gamma GT, du syndrome métabolique, de la protéinurie. Nous avons également étudié quelques indicateurs de santé chez les diabétiques précaires et vous voyez qu'il ressort un tabagisme accru, une capacité vitale diminuée, une diminution de la vision, un excès de plaques dentaires, des scores de stress et d'anxiété accrus, une même mauvaise perception de l'état de santé et tous soulignent les difficultés d'accès aux soins en France, ce qui est un problème. En conclusion de cette première étude, dans une population de volontaires chez les sujets précaires, on peut retenir que cette étude montre que le diabète est plus fréquent, avec un nombre important de cas méconnus, que le risque relatif d'être diabétique s'accroît avec la précarité, que la prévalence de certains paramètres de risque cardiovasculaire et des indicateurs de mauvais état de santé est plus élevée chez les diabétiques en état de précarité, qui soulignent tous la difficulté d'accès aux soins. Ensuite, maintenant, la deuxième étude. La deuxième étude s'est déroulée en Languedoc. Son objectif était de répondre à deux questions qui n'étaient pas abordées dans la première étude. Quelles sont les conséquences de la précarité sur l'équilibre glycémique diabétique, leur prise en charge, le vécu de la maladie, leurs conditions de vie socio-économiques et alimentaires? Et deuxième question, une prise en charge par un réseau de soins peut-elle améliorer l'équilibre métabolique et le suivi de la maladie, y compris chez les diabétiques les plus précaires? Le Languedoc se singularise par un taux de précarité très élevé. C'est en effet la troisième région de France affectée par cette situation, avec le Nord, Pas-de-Calais et la Corse. Voyons la réponse à la première question. Quelles sont les conséquences de la précarité sur l'équilibre glycémique, la prise en charge, le vécu du diabète et les conditions de vie socio-économiques et alimentaires des diabétiques? Alors, je passe sur la mise en œuvre de l'enquête. La méthode d'étude, bon, je vais rapidement. Le recrutement s'est fait sur la base du volontariat. L'équilibre glycémique a été évalué par des glycémies capillaires. On ne pouvait pas faire autrement vu le nombre de sujets. Et le dosage en même temps de l'hémoglobine glyquée. Le recueil des données concernant la prise en charge du diabète a concerné 161 diabétiques connus, 97 précaires, 64 non précaires.
et les données socio-économiques ont été étudiées chez 191 diabétiques déclarés ou découverts, 292 prédiabétiques et 86 normoglycémiques. L'exploitation des données, je passe, l'exploitation statistique, voyons les résultats. Alors, la typologie des diabétiques les plus précaires, ce sont des sujets jeunes, et cela nous a frappés, plus jeunes que les non précaires. Ils sont plus souvent de sexe masculin, ils sont plus fumeurs, et ils ont une tension systolique, un indice de masse corporelle et un tour de taille plus élevé. Les caractères du diabète. Le premier point, c'est que le dépistage du diabète est plus rarement pratiqué, que le régime et le traitement sont moins bien suivis. Les diabétiques précaires sont moins souvent insulinés, ils sont moins bien équilibrés, et l'on note une plus grande fréquence de malaises hypoglycémiques, de coma diabétique et des complications podologiques et des problèmes dentaires. Et les diabétiques précaires consultent moins souvent le généraliste, le cardiologue, le dentiste et pratiquent moins fréquemment un bilan biologique comme cela est recommandé. Le vécu et le retentissement psychologique de la maladie. Le vécu. Tout souligne les difficultés de suivre le régime et le traitement, des problèmes de vie affective et sexuelle. Tous disent qu'ils ont beaucoup de problèmes avec les administrations. Les démarches administratives sont compliquées. Ce qui est intéressant, c'est qu'un pourcentage important, plus de 60, souhaitent bénéficier d'éducation et un chiffre également non négligeable d'un contrôle glycémique, d'autocontrôle glycémique. Et enfin, ils ont dans l'ensemble une bonne relation avec leur médecin généraliste. Alors, le retentissement psychologique, l'anxiété et la dépression. L'anxiété et la dépression, nous nous sommes posé la question, je ne vous détaille pas toute la technique statistique qui a été employée, anxiété et dépression qui est signalée dans la littérature, beaucoup de papiers en font état et nous l'avons retrouvé, est dépendante essentiellement de la précarité. Et par une analyse multivariée, et que la précarité est indiscutablement un facteur important d'anxiété et de dépression. Mais les hypoglycémies plus fréquentes chez les grands précaires peuvent jouer un rôle sensibilisant. Ensuite, nous avons analysé les déterminants de précarité susceptibles de contribuer au mauvais équilibre du diabète. Parmi ces déterminants, les déterminants socio-économiques et les déterminants alimentaires. Et ensuite, nous avons procédé à une analyse multivariée pour savoir quels étaient parmi ces déterminants ceux qui jouaient le rôle le plus important dans le déséquilibre glycémique, par une analyse multivariée. Alors, les déterminants socio-économiques chez les diabétiques les plus précaires, ils sont plus souvent célibataires, et ce qui a beaucoup étonné nous-mêmes et les personnes à qui je présente cette conférence, beaucoup ont un excellent niveau d'instruction. Les plus grandes difficultés de transport, ils ont moins souvent un logement, une cuisine. L'insuffisance des revenus financiers, ce qui fait qu'ils recourent fréquemment aux allocations et aux aides financières. Les déterminants alimentaires, ils ont bien sûr moins d'argent pour l'achat de nourriture et ils recourent fréquemment aux supermarchés économiques, aux épiceries sociales, aux restaurants sociaux. Et l'enquête que nous avons menée, je ne peux pas vous la détailler, ce serait trop long, me confirme un déficit en protéines, un déficit en produits frais, légumes et fruits et en produits laitiers. Ils consomment plus de café et de boissons sucrées. Il y a l'irrégularité des horaires de repas, la fréquence des repas hors domicile et les difficultés de mastication et le grignotage. Nous nous sommes intéressés à la consommation de boissons sucrées. Alors, nous avons étudié de façon analytique la consommation de boissons sucrées chez les sujets précaires diabétiques et prédiabétiques méconnus. Et puis ensuite chez les sujets diabétiques et connus. Et nous avons constaté que les sujets précaires, diabétiques et prédiabétiques méconnus sont les plus forts consommateurs de boissons sucrées en comparaison avec les diabétiques connus et les témoins normoglycémiques non précaires. Or, l'excès de consommation de boissons sucrées accroît le risque diabétique chez les prédiabétiques et expose à une évolution défavorable de leur maladie chez les sujets porteurs d'un diabète méconnu.
Et ces résultats confirment bien entendu l'importance d'un dépistage précoce du diabète, du prédiabète et des recommandations visant à restreindre l'usage immodéré des boissons sucrées. Et à partir de ces éléments, nous avons, par une analyse multivariée, essayé de voir quels étaient les déterminants de la précarité qui étaient le plus responsables du déséquilibre glycémique. Et les résultats de cette étude montrent qu'un taux plus élevé d'HbA1c est lié au degré de précarité, ça on pouvait s'en douter, aux difficultés de logement. Le logement vient en seconde position dans la responsabilité vis-à-vis du déséquilibre glycémique, à l'insuffisance des ressources pour l'achat de nourriture, à la consommation réduite de légumes, à l'irrégularité des prix alimentaires et au grignotage. Et je dirais, la notion essentielle qui ressort de cette étude, c'est que les problèmes socio-économiques et le diabète sont étroitement interdépendants. Et il serait illusoire de s'intéresser exclusivement au diabète chez des sujets précaires sans tenir compte et sans prendre en charge activement les problèmes socio-économiques et alimentaires qui sont responsables de ces déséquilibres glycémiques. En conclusion, cette étude montre que la population précaire diabétique est jeune, masculine, avec un niveau d'études significatif pour un tiers d'entre eux, que ces conditions de vie sont difficiles, faible consommation de ressources, logement précaire ou inexistant, alimentation manquant de protéines, laitage, fruits et légumes, et trop riche en boissons sucrées, et que le dépistage du diabète est insuffisant chez les sujets précaires. Les diabétiques précaires sont moins bien équilibrés, plus exposés aux hypoglycémies, au coma diabétique, avec plus de problèmes podologiques et dentaires. Et de nombreux facteurs contribuent à cet état qui est source d'une dépense accrue de santé, les difficultés à suivre le régime et le traitement, les problèmes de déplacement, les troubles psychologiques, l'absence de logement stable. Et puis, ce qui est important, c'est qu'ils sont demandeurs d'éducation. Nous abordons maintenant la deuxième question. Est-ce que les réseaux de soins sont capables d'améliorer la situation des diabétiques? Vous savez qu'en France, plusieurs réseaux de soins ont été créés pour la prise en charge des maladies chroniques avec une reconnaissance officielle. Ils ont pour objectif d'assurer dans un contexte pluridisciplinaire une meilleure prise en charge des patients et plusieurs sont dédiés aux diabétiques. Je dirais d'ailleurs qu'actuellement, ces réseaux de soins sont malheureusement la cible des pouvoirs publics qui, pour des raisons financières, ne sont pas favorables à leur maintien dans beaucoup de cas. Mais aucune étude n'avait évalué dans la littérature le bénéfice de ces réseaux chez les diabétiques précaires. Alors, comment avons-nous procédé? Nous nous sommes adressés à un réseau de diabétiques à Narbonne. Je n'ai pas le temps de vous commenter la composition de ce réseau. Il comportait environ 1000 diabétiques de type 2 et il y avait de très nombreux acteurs en couronne, voyez-vous, qui étaient responsables, s'occupaient du réseau. La méthodologie. Nous avons comparé au sein de ce réseau 126 diabétiques de type 2 suivis dans le réseau DIAB avec 163 diabétiques suivis au réseau, ces diabétiques étant tirés au sort aléatoire. Et nous avons eu deux groupes qui étaient homogènes concernant l'âge, le sexe, l'indice de masse corporelle, la durée du diabète, le degré de précarité. Et nous avons comparé entre ces deux groupes les caractéristiques du diabète, les données socio-économiques et les comportements alimentaires. Et puis nous avons comparé ces mêmes paramètres entre les diabétiques précaires et non précaires de chaque groupe. Le résultat, là aussi je ne peux pas vous donner tout le détail car ça serait beaucoup trop long. Les diabétiques suivis en réseau ont un diabète mieux équilibré, mieux suivi, avec moins d'hypoglycémie, moins de complications, moins d'hospitalisation, et ces résultats sont retrouvés quel que soit le degré de précarité, confirmant ainsi le bénéfice du suivi en réseau chez les diabétiques précaires. L'enquête que nous avons faite en Languedoc a, à mon sens, une double originalité. Une originalité méthodologique. Tout d'abord, c'est une population extra-hospitalière donc qui a été suivie dans les conditions de vie réelles. Toute l'enquête a été faite par un contact direct entre enquêtrices enquêtées, car en effet, nous pensons que
les enquêtes qui reposent sur une méthode téléphonique ou sur Internet sont sujettes à caution. L'analyse de la précarité s'est faite de deux façons, le score EPIS et l'enquête socio-économique alimentaire. L'équilibre glycémique a bénéficié d'un double contrôle, glycémie capillaire, HbA1c. Et nous avons bien entendu comme originalité étudié les diabétiques suivis en réseau. L'originalité des résultats, c'est tout d'abord que les diabétiques précaires sont plus jeunes et plus instruits. Or, quand je présente ces résultats, je suis souvent l'objet d'interrogations. On me dit, mais ça ne colle pas avec ce que dit la littérature. Mais en réalité, ça s'explique très bien, parce que dans notre population, à Montpellier, ville universitaire, il y avait beaucoup d'étudiants. Et les étudiants sont souvent en état de précarité. Deuxièmement, le dépistage du diabète et du prédiabète est insuffisant chez les sujets précaires. L'importance des facteurs socio-économiques sur l'équilibre glycémique, le rôle délétère, qui, vous le savez, est décrit un peu partout, mais là qui est démontré, le rôle délétère démontré des boissons sucrées, le désir d'éducation des diabétiques précaires et l'intérêt des réseaux de soins pour la prise en charge des diabétiques précaires. Ça ne servirait à rien de vous présenter ces résultats qui sont en état des lieux s'il n'y avait pas quelques propositions utiles. Et ces propositions ont été faites au pouvoir public dans le cadre de l'Académie nationale de médecine pour améliorer le dépistage, la prévention et la prise en charge des populations du diabète dans les populations précarisées. Je vous présente ces recommandations. Elles sont de trois ordres. Tout d'abord, médical et nutritionnel. Il faut absolument renforcer le dépistage des étapes prédiabétiques et du diabète dans les milieux défavorisés. C'est très important. Deuxièmement, informer les praticiens des risques liés à la prescription de certains médicaments hypoglycémiants, entre autres les sulfamides, chez les diabétiques en grande précarité, car ils sont générateurs d'hypoglycémie parfois sévère. Accroître la surveillance de la contraception, des grossesses et le dépistage du diabète gestationnel chez les femmes précaires. Et enfin, améliorer l'alimentation des diabétiques précaires par l'éducation des populations précaires dans leur choix alimentaire et surtout, ça c'est très important, inciter les organisations caritatives distribuant en France repas et colis en tenant compte des besoins alimentaires spécifiques des diabétiques, ce qui n'est pas toujours le cas. Deuxième type de recommandation pédagogique. Former le personnel non médical des centres accueillant les précaires afin qu'ils participent à leur éducation au dépistage du diabète, des complications bucco-dentaires et podologiques et introduire une formation médico-psychologique adaptée aux problèmes des précaires dans le cursus des personnels de santé. Et troisième type de recommandations, peut-être les plus importantes, elles sont d'ordre social, assurer aux précaires la gratuité des soins médicaux, optiques, dentaires et podologiques, ainsi que celle des transports publics, et faciliter l'acquisition pour eux de téléphones portables, ce qui constitue une indication, je dirais, essentielle à la fois pour leur survie et pour qu'ils puissent rentrer en communication avec les services de soins qui sont appelés à s'occuper de leurs problèmes. Fusionner les multiples dispositifs existants en France, il y en a plusieurs, en une seule institution chargée de la prise en charge financière et administrative des précaires. Simplifier au maximum les procédures administratives. Ça alors c'est un problème capital dénoncé par tous les sujets en précarité, c'est qu'ils n'arrivent pas à obtenir des services administratifs les décisions qui devraient les concerner car c'est trop compliqué. Assurer le maintien des subventions aux organismes caritatifs. Alors ça c'est important aussi. En effet, l'Europe avait décidé de réduire ces subventions et on a obtenu, je crois, à ce qu'elles soient maintenues et lutter contre le gaspillage alimentaire. Et enfin, développer les réseaux de soins pour diabétiques, mais ça malheureusement, je vous l'ai dit, les services de santé, surtout les services économiques de Bercy, ne sont pas toujours d'accord pour cela. Et je terminerai par cette phrase d'un économiste du XVIIIe siècle, aucune société ne peut prospérer et être heureuse
dans laquelle la plus grande partie de ses membres est pauvre et misérable. Je vous remercie.